Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Toujours dans le contexte de la consolidation des prix acquis qui porte sur l'unité numéro 2, intitulée « Production de la matière organique », on va voir aujourd'hui le chapitre numéro 2 qui porte sur les échanges gazeux chlorophylliens et production de la matière organique. Donc, commençons par la première partie qui est une restitution des connaissances. Donc, premièrement, définir les termes scientifiques suivants. Donc, le premier, c'est la photosynthèse. Donc, qu'est-ce que c'est que la photosynthèse? Donc, c'est un phénomène qui est propre aux êtres autotrophes. Donc, c'est un processus par lequel les plantes vertes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse en absorbant le gaz carbonique, c'est-à-dire le CO2 de l'air, et en rejetant le dioxygène. Donc, deuxième terme scientifique qu'on demande de définir, c'est spectre d'absorption. Donc, ne pas confondre spectre d'absorption et spectre d'action. Donc, le spectre d'absorption est la variation de la quantité de lumière absorbée par les pigments photosynthétiques. Donc, on les appelle aussi les pigments foliaires, en fonction de la longueur d'onde. Passons maintenant au deuxième type de question. Donc, dans ce type de question, on vous donne des propositions. Et chaque proposition, on vous donne 4 suggestions. Et on vous demande de choisir laquelle qui est correcte. Donc, la première proposition, c'est la photosynthèse à l'échelle de la cellule se déroule dans le noyau, se déroule dans les chloroplastes, se déroule dans les mitochondries et D se déroule dans la membrane. Donc, en ce qui concerne la photosynthèse, ce phénomène ne se déroule pas au niveau du noyau. Donc, le A, c'est faux. Ce phénomène ne se déroule pas dans les mitochondries. Donc, c'est faux aussi. Ce phénomène ne se déroule pas dans la membrane. Donc, D est faux. Et la seule suggestion qui est correcte, c'est B. Donc, ce phénomène se déroule dans les chloroplastes. Deuxième, à l'échelle de la plante, la photosynthèse permet la production de petit a, elle produit les sels minéraux, petit b, elle produit la matière organique, comme exemple l'amidon, le c, elle produit le dioxyde de carbone, et d produit la lumière. Donc, comme vous savez, à l'échelle de la plante, la photosynthèse ne produit pas les sels minéraux. Donc, A, c'est faux. De même pour le C. Donc, la photosynthèse, il consomme le CO2 et ne produit pas ce gaz. De même, D, la plante, il absorbe l'énergie lumineuse. Donc, il ne permet pas sa production. La réponse qui est juste, c'est la photosynthèse permet la production de la matière organique, comme exemple l'amidon. Passons maintenant à la troisième question. La chlorophylle est indispensable à la photosynthèse, car la première proposition, elle produit de l'oxygène. Deuxième, elle produit des substances organiques. La troisième, elle absorbe de l'énergie lumineuse. La dernière, c'est une matière première pour construire de la matière organique. Donc, pour A, c'est faux, car la chlorophylle ne produit pas l'oxygène. Donc, c'est faux. Le B est faux aussi, car la chlorophylle est indispensable à la photosynthèse, car
il produit les substances organiques. Donc, ce n'est pas la chlorophylle qui produit la substance organique, mais c'est les chloroplastes. Donc, B, c'est faux. Le D aussi, c'est faux. Il nous reste le C, la chlorophylle est indispensable à la photosynthèse car elle absorbe de l'énergie lumineuse. Donc, le C est vrai. Passons au quatrième. Les échanges gazeux chlorophylliens des plantes vertes. Donc la première proposition, sont effectués le jour et la nuit. Petit b, sont effectués à travers la cuticule. Et C, sont effectués la nuit. Et la dernière proposition, c'est sont effectués le jour. Donc les échanges gazeux chlorophylliens consistent à absorber le CO2 et rejeter l'oxygène. Donc ce sont des échanges qui ne sont pas effectués le jour et la nuit. Donc le A, c'est faux. Ces échanges ne sont pas effectués à travers la cuticule, qui est une structure imperméable qui se trouve à la surface de l'épiderme de la plante. Donc B, c'est faux. C, sont effectués la nuit, donc c'est faux. La réponse juste, c'est que ces échanges gazeux chlorophylliens sont effectués pendant le jour. Passons maintenant au troisième type de question. Donc, devant chacune des suggestions ci-dessous, écrire vrai ou faux. Donc la première, le CO2 n'est pas nécessaire à la synthèse de la matière organique. Donc c'est faux, car le CO2 est accepté par la plante pendant la phase thermochimique, c'est-à-dire la phase obscure, pour former la matière organique. Donc la première proposition est fausse, donc c'est faux. Deuxième, les lipides résultent de la combinaison d'un alcool et d'acides gras. Donc les lipides résultent de la combinaison d'un alcool, comme exemple le glycérol et d'autres acides gras. Donc c'est une proposition qui est vraie. La troisième, au cours de la phase obscure, le CO2 est fixé sur un triose qui est l'APG. Donc, au cours de la phase obscure, le CO2 est fixé, c'est vrai, mais il n'est pas fixé sur un triose. Il est fixé sur un pentose, qui est le RUDIP, pour donner l'APG. Donc, la troisième suggestion est fausse, donc c'est faux. La quatrième, la chlorophylle A est le seul pigment capable d'absorber l'énergie lumineuse. Donc, la chlorophylle A n'est pas le seul pigment, mais on trouve plusieurs types de pigments qui se chargent pour collecter l'énergie lumineuse. Donc, ces pigments forment ce qu'on appelle l'antenne. Donc, la quatrième proposition est fausse, donc c'est faux. Passons au quatrième type de question. Donc, on vous demande de légender une structure ou une ultrastructure qu'on vous propose. Dans ce cas, on vous propose l'ultrastructure d'un chloroplaste. Donc, le schéma ci-dessous représente l'ultrastructure d'un chloroplaste. Donc, la question est donner à chaque numéro le nom qui lui convient. Donc, nous avons ici un schéma de l'ultrastructure d'un chloroplaste. Donc, le 1, c'est l'enveloppe. Donc, lorsqu'on parle d'enveloppe, on parle de deux membranes, la membrane interne et la membrane externe. Le numéro 2, c'est le milieu qui se trouve à l'intérieur du chloroplaste. Donc, il représente ce qu'on appelle le stroma. Le 3 représente les thylakoïdes. Le numéro 4 représente les réserves qui sont présentes à l'intérieur du chloroplaste, à savoir les réserves d'amidon. Et le numéro 5, c'est un filament d'ADN qui est propre au chloroplaste. Et la sixième, c'est la cavité du thylakoïde. Bien,
Passons maintenant au raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. Donc la situation numéro 1. Pour connaître le devenir de CO2 absorbé par les plantes chlorophylliennes, c'est-à-dire les plantes vertes, on réalise les expériences suivantes. Donc l'expérience numéro 1, on cultive des chlorelles dans un milieu enrichi en CO2 qui porte le carbone radioactif. Donc le carbone radioactif est un carbone symbolisé par le C14. Et le carbone normal, c'est le C2. Donc pour connaître le devenir de CO2, donc toujours on a recours à des expériences. Généralement, les expériences sont réalisées sur des êtres vivants simples, comme les chlorelles. Donc les chlorelles sont des algues unicellulaires. Cette simplicité de ces cellules nous permet de faire une étude rapide et un petit peu simple. Donc on cultive des chlorelles dans un milieu enrichi en CO2 qui porte le carbone radioactif, le C14, à un taux de concentration constant. Ensuite, on mesure le pourcentage de la radioactivité dans les composés suivants. Donc nous avons l'APG. Qu'est-ce que c'est que l'APG? C'est l'acide phosphoglycérique. C'est un composé organique à 3 carbones. On le symbolise par C3P. Et un autre composé qui est organique, le rudip. Donc c'est le rubulose diphosphate. C'est un sucre à 5 carbones. Il est symbolisé par C5P2. Ça veut dire le composé organique est composé de 5 atomes de carbone et porte 2 groupements phosphatés. Et les exoses, des exoses phosphates, c'est-à-dire des sucres à 6 carbones. Donc ils sont symbolisés ici par le C6P. Ça veut dire que l'exose est un sucre à 6 carbones qui est relié à un groupement phosphaté. Donc ces composés sont suivis en période d'éclairement et en période d'obscurité. Les résultats sont résumés dans la figure 1. Donc nous avons ici l'évolution de la radioactivité, donc coup par minute, dans les exoses qui sont des glucides et dans l'APG qui est un composé à 3 carbones et le rudip qui est matérialisé ici par le C5P2. Et nous avons le temps, donc une période où le taux de CO2 est constant. Et nous avons la première partie, elle est éclairée en présence de lumière. La deuxième, elle est en absence de lumière, c'est-à-dire en obscurité. La première question est d'écrire les variations des 3 composés radioactifs en présence de lumière. Donc en présence de lumière, c'est la première partie de l'expérience. Donc comme vous voyez, en présence de lumière, la radioactivité des glucides, qui sont ici les exoses, augmente progressivement. Donc les exoses sont matérialisés par la courbe en rouge. Mais la radioactivité d'APG, qui est un composé à 3 carbones, et de rudip, qui est un composé à 5 carbones, est presque constante. Mais le taux de cette radioactivité chez l'APG est plus important que celui de rudip. Ça veut dire que la quantité d'APG est présente d'une manière plus importante que celle de rudip pendant la phase d'éclairement, c'est-à-dire pendant la phase de présence qui se caractérise par la présence de lumière. Deuxième question, toujours à partir de la figure numéro 1, expliquez les variations de la quantité de chacun des 2 composés, à savoir l'APG et rudip. Donc la question est demandée pendant l'intervalle de temps qui
c'est par T1 de T2. Donc la réponse est la suivante. En présence de CO2, la quantité d'APG est supérieure à la quantité de RUDIP. Donc l'évolution en parallèle de ces deux substances, à savoir l'APG et le RUDIP, s'explique par le renouvellement qui est continu de ces deux produits, suite à la consommation des intermédiaires qui sont formés pendant la phase lumineuse. Comme vous voyez, chaque phase obscure est précédée par une phase de lumière. Donc, durant cette phase, il y a production des intermédiaires qui seront utilisés pendant la phase obscure. Donc, toujours le même graphique, et on vous demande l'explication de l'évolution d'APG et RUDIP après le T2. Donc, comme vous voyez, après le T2, la concentration d'APG augmente, c'est-à-dire les composantes C3 augmentent, et la concentration de RUDIP, qui est le C5P2, diminue après T2. Donc, on doit expliquer pourquoi cette variation. Donc, après le temps T2, c'est-à-dire en obscurité, la quantité de RUDIP, qui est un composé organique à 5 carbones, matérialisé par le C5P2, diminue car elle n'est pas renouvelée. Et la quantité existante de RUDIP donne l'APG, ce qui explique l'augmentation de la concentration de ce dernier, qui est l'APG. Donc, on a aussi un épuisement des intermédiaires qui sont formés lors de la phase claire, c'est-à-dire lors de la phase lumineuse. Passons maintenant à la deuxième expérience. Donc, on cultive des chlorelles dans un milieu où on peut faire varier le taux de CO2. La culture est normalement éclairée pendant toute l'expérience. Des prélèvements effectués périodiquement permettent de mesurer la radioactivité totale dans l'APG et RUDIP. Les résultats sont résumés dans la figure 2. Donc l'expérience numéro 2, c'est à peu près l'inverse de l'expérience numéro 1. Pendant l'expérience numéro 1, on a gardé la concentration de CO2 constante et on a varié l'éclairement. Pendant cette expérience, on garde l'éclairement qui est constant et on va faire varier le taux de CO2. La première partie qui s'étale de 0 à 100 secondes se caractérise par la présence de CO2 qui est radioactif. Et la deuxième période qui s'étale de 100 secondes jusqu'à 200 secondes, c'est une période qui se caractérise toujours par un éclairement, mais l'absence de CO2. Passons maintenant à la troisième question. Donc, expliquer la variation de la quantité d'APG et RUDIP avant et après 100 secondes. Comme vous voyez ici, nous avons dans cette figure, on a un éclairement qui est constant et la première partie de 0 à 100 secondes se caractérise par la présence de CO2 avec un taux de 1% et après 100 secondes, nous avons 0% de CO2, c'est-à-dire nous avons absence de CO2. Pendant la première partie qui est de 0 à 100 secondes, le taux d'APG, qui est un composé à 3 carbones, et celui de RUDIP, qui est un composé à 5 carbones, ce taux est stable. Mais la concentration d'APG est plus importante que la concentration de RUDIP, qui est un composant à 5 carbones. Donc l'explication de cette stabilité, c'est que les deux substances se renouvellent avec fixation de CO2 par le RUDIP, qui est un composé à 5 carbones. Donc, lorsque le RUDIP fixe
un CO2, il donne un composé à 6 carbones. Ce composé, lorsqu'il est scindé, il va donner 2 APG, d'où la concentration d'APG plus importante que celle de rudip. Donc avant 100 secondes, en présence de CO2 et de lumière, l'évolution en parallèle des 2 substances, à savoir l'APG et rudip, s'explique par le renouvellement continu de ces 2 produits, suite à la fixation de CO2 par le rudip, ce qui donne 2 APG, d'où la quantité d'APG est plus grande par rapport à rudip. Mais après 100 secondes, en l'absence de CO2, l'APG n'est pas formé, donc sa concentration va diminuer. Le rudip, qui est un composé à 5 carbones, va s'accumuler, donc sa concentration va augmenter. La 4e question nous demande de montrer à l'aide d'un schéma simplifié la relation entre la phase photochimique et la phase obscure de la photosynthèse. Donc la réponse est la suivante. Nous avons le rudip qui est un composé à 5 carbones. Donc il va fixer le CO2 qui est un composé à 1 carbone. Donc ce qui donne 2 composants à 3 carbones. Donc durant cette réaction ou cet ensemble de réactions, il y a consommation de ce qui a été formé pendant la phase lumineuse, c'est-à-dire en présence de lumière. Cet APG est converti en d'autres substances organiques, à savoir les glucides et plus particulièrement les hexoses qui sont des sucres à 6 carbones. Passons maintenant à la situation numéro 2. Dans le but de comprendre l'influence des diverses radiations lumineuses sur la photosynthèse, Hugnemann, 1883, a dirigé sur une algue filamenteuse de la lumière qu'il a préalablement fait passer à travers un prisme. Donc, il a ainsi exposé des segments distincts de l'algue à des longueurs d'onde différentes. Il a utilisé des bactéries aérobies qui ont besoin de dioxygène. Donc, les résultats obtenus sont représentés sur la figure ci-dessus. Donc, nous avons la longueur d'onde de la lumière, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, et nous avons l'algue filamenteuse, et autour de cette algue, on trouve des amas de bactéries. Donc la question numéro 1 est la suivante. Déterminer l'importance de l'addition des bactéries aérobies dans cette expérience. Donc, quelle est l'importance de ces bactéries, puisque ces bactéries cherchent l'oxygène. Donc, les bactéries aérobies sont des révélateurs de la présence d'oxygène dans le milieu. Là où il y a plus d'oxygène, on trouve plus de bactéries. Là où il y a moins d'oxygène, on trouve moins de bactéries. Deuxième question. Expliquer la formation des amas de bactéries dans certains endroits sur le filament de cette algue. Donc, l'explication est simple. Là où il y a plus d'oxygène, on trouve plus de bactéries. Là où il y a moins d'oxygène, on trouve moins de bactéries. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nombre ou les amas de bactéries se concentrent dans la partie qui est réservée à une longueur d'onde du rouge et le bleu. La formation des amas bactériennes dans les endroits éclairés par les radiations dans les longueurs d'onde qui s'étalent de 460 nanomètres vers 520 nanomètres et 660 à 720 s'explique par la libération de dioxygène, ça veut dire qu'il y a des échanges gazeux chlorophylliens au niveau de ces endroits suite à l'absorption de ces longueurs d'onde qui sont utilisées par l'algue pour effectuer la photosynthèse. Passons à la troisième question. Donner la réaction globale du phénomène responsable du rassemblement des bactéries en amas. Donc, c'est le phénomène de la photosynthèse. Sa réaction globale,
c'est 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 plus CO2. Donc c'est une réaction globale pour la formation d'un glucose qui est un hexose, un composé à 6 carbones. Passons maintenant à la dernière question. Déduire les radiations lumineuses efficaces vis-à-vis de la photosynthèse. Comme vous voyez, la densité des amas bactériens se localise au niveau des longueurs d'onde qui s'étalent à peu près, qui sont autour de 480 et 690. Donc les radiations lumineuses efficaces vis-à-vis de la photosynthèse sont 460 nanomètres à 520 et de 660 nanomètres à 720 nanomètres. Notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.